Bienvenue sur Capital Santé. Bonsoir chers téléspectateurs, nous sommes à l'hôpital La Croix du Sud de Kigali avec le docteur Jean Niran-Kwaya qui est le fondateur de cet hôpital. Bonsoir docteur. Bonsoir Madame Louise. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Moi aussi. Et merci aussi de votre visite. Nous allons parler de vous, de cette belle histoire, de cette belle aventure. Donc comme je disais, vous êtes médecin, gynécologue obstétricien. En 1986, vous obtenez votre diplôme de gynécologue à Dakar, Sénégal. Vous retournez au Burundi où vous travaillez 2 ans dans un hôpital public. En 1990, vous quittez cet hôpital public pour aller travailler dans le cabinet médical de votre père, toujours à Bujumbura, lorsque sa santé commence à décliner. En 1993, vous rêvez déjà d'un grand hôpital puisque vous demandez à un ami architecte de vous proposer des plans pour transformer le cabinet médical de votre papa. Docteur, d'où vous est venu ce désir de toujours rêver grand? Moi, je ne dirais pas que c'était un rêve de grand. Je voulais un rêve, mon rêve c'était de... Oui, je crois, disons grand. Mon rêve était d'avoir un hôpital, une polyclinique, un hôpital. Parce que quand j'ai fait mes études à Dakar, j'ai vu qu'il y avait des polycliniques. J'ai même travaillé quand j'étais à un moment donné étudiant. Que ma bourse était stoppée. J'ai travaillé pendant une année, une année et demie en tant qu'infirmier, les week-ends, dans une polyclinique de la place. Et c'est là qu'en étant dans cet hôpital, que j'ai compris ce que c'est l'essence même d'une polyclinique. Parce que quand on est en dehors quand on n'a pas travaillé dedans, on s'imagine que c'est quelque chose de grandiose. On se fait des idées. Oui, mais quand on est là-bas sur place, on se rend compte que c'est quelques chambres, des lits, un bloc opératoire, une stérilisation, une maternité, une cuisine pour nourrir les malades. Donc, il faut arriver à définir la base même. Et on se rend compte que c'est faisable, c'est jouable. C'est comme ça que j'ai eu cette idée. Mais en même temps, j'avais aussi, en tant que réfugié, comme tous les réfugiés du Rwandais qui ont vécu à l'étranger, on avait aussi une certaine frustration de voir que nous, on est exclus de tout. Quand on est au Burundi, quand on est au Cameroun, quand on est ailleurs. Mais en tant que réfugié rwandais, vous regardez, c'est comme si vous voyez une maison, mais vous regardez par la lucarne, pour voir à travers le salon, pour voir les autres qui sont dans le salon. Et on se dit, mais il faut que nous aussi, on puisse avoir que des choses, des belles choses. D'où cette envie de réaliser. Oui. Alors, le génocide commence au Rwanda en 1994, mais vous êtes à Bujumbura, en Burundi. Vous n'avez pas eu l'occasion de vivre le génocide? Et moi, je pense que je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous quand vous dites que le génocide commence en 1994. Le génocide au Rwanda a commencé en 1959. Ah oui. D'accord. Moi et mes parents, nous avons vécu à l'étranger. Il y a plein de Rwandais qui ont été au Congo, au Burundi, en Ouganda, en Tanzanie. C'est depuis les années 59. En 63, il y a eu toujours des épisodes récurrents de massacres. Des massacres qui revenaient. Oui. Mais ces massacres étaient orientés vers une ethnie. Donc à ce moment-là, c'est génocide. Ouais, donc, maintenant, la guerre a commencé en 90. Et en 90, comme je vous avais dit,
je suis retourné dans le cabinet de mon père. Et après ça, il est décédé en 91. Donc c'est que je ne pouvais pas venir réellement au Rwanda parce que maintenant j'avais les responsabilités familiales. Mais en 94, juin 94, quand dans la période de la guerre, quand ils sont arrivés au niveau de la libération, au niveau de Kabgayi, en train de se battre pour, à l'époque on appelait Gitarama. Il y a des gens qui étaient réfugiés, pendant le génocide, il y avait des gens qui avaient été réfugiés à l'archevêché de Kabgayi. Et quand les FPR les a libérés, ils les a déplacés vers Ruhango. Mais vu les conditions dans lesquelles ils avaient vécu pendant 3 mois, de faim, froid, promiscuité. La peur. Oui, donc les gens qui voyaient les gens. Non, c'est surtout les conditions de vie qui étaient impossibles. Manger sans nourriture, affaiblissement général. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des gens qui étaient en train de mourir comme des mouches. Ils sont sauvés, mais ils sont en train de mourir comme des mouches. Alors ils ont fait appel à des médecins du Burundi. Et parmi ces médecins du Burundi, je suis venu à Ruhango. Nous avons organisé au niveau d'une école un hôpital de fortune dans les classes pour essayer de soigner les gens. Mais là, notre travail, dans un premier temps, consistait plus à être un travail si on peut dire, fossoyeur, enterrer les gens qui mouraient surtout de malnutrition et de typhoïde et de dysenterie. Et après, oui, c'est là que j'ai été au Rwanda. Vous êtes revenu au Rwanda. Oui, en juin 1994. Mais je ne suis pas resté très longtemps. Je suis resté le temps que la situation se stabilise. Avec mes camarades médecins, nous sommes retournés au Burundi. Donc vous retournez au Burundi après cet épisode du mois de juin. Et en juillet 1994, à l'arrêt du génocide, vous revenez au Rwanda où vous travaillez dans la fonction publique. Pourquoi ce choix de retour et que se passe-t-il après? Disons qu'il y a un mot que j'ai dit, frustration. Donc ce qui fait que nous, les réfugiés, nous avions une soif de rentrer dans notre pays. Donc dès le 16 juin, j'étais déjà de retour à Kigali. Donc ça veut dire 2 semaines après ou 3 semaines après, j'étais de retour au Rwanda. Le 7 juillet. Oui, juillet. Okay. Mais cette fois-là à Kigali. Alors j'ai assisté quand le premier gouvernement a prêté serment. Et j'ai été voir le ministre de la Santé. Il m'a demandé à ce que je sois un médecin régional, c'est ça, c'est tout. Donc vous devenez médecin régional, et après, qu'est-ce qui se passe? Vous restez longtemps? Bon, je suis resté 2 ans, parce que j'ai toujours eu, vous voyez, j'ai fait mes études, mon père était privé, donc pour moi, la voie logique, c'était le privé. Donc ce qui fait que, même en étant là-bas, je pensais être privé. J'ai orienté ma profession, j'ai orienté ma tête vers la clinique, j'ai orienté vers le privé. Donc quand j'étais là-bas, il y avait quand même du travail à faire. Il fallait remettre en place le système des centres de santé. Il y avait plus de 30 centres de santé à faire revivre, des hôpitaux à redémarrer. Mais au bout d'une année, ça commençait à s'améliorer. Et puis, à un moment donné, j'ai eu une occasion, une opportunité, un endroit qui était vraiment idéal pour pouvoir faire commencer un cabinet, une petite polyclinique, un endroit où il y avait à peu près 10 lits, où je pouvais mettre une maternité, un petit laboratoire,
j'ai sauté sur l'occasion. Mais en même temps, nous avions l'occasion de pouvoir faire mixte. Donc, quelqu'un qui travaille la fonction publique avait l'occasion de pouvoir travailler aussi dans le privé, mais en dehors des heures de service. Mais avec ça, je me suis retrouvé, quand je dois faire un accouchement, on m'appelle pour aller inaugurer un séminaire. Quand je suis en train d'inaugurer un séminaire ou bien être appelé chez le ministre, on m'a dit, mais il y a une patiente qui doit accoucher et puis cet accouchement n'est pas facile. Alors, imaginez-vous qu'à l'époque, il n'y avait que 3 gynécologues dans ce pays. 3 gynécologues. 3. Wow. Alors, qui est-ce qui peut venir me remplacer? Aucun. Donc, je n'avais aucun autre gynécologue qui aurait pu me remplacer. Donc, je me retrouvais maintenant une jambe ici, une jambe là, et puis au fur et à mesure que j'avance, le grand écart. Je risquais de tomber au milieu. Tout à fait. Alors, c'est comme ça que j'ai dit au ministre, je m'excuse, mais je vous demanderai de me remplacer, parce que là, je risque de faire du mauvais travail, et chez vous, et là où je suis. Et puis il a dit, bon, il a compris, et il m'a laissé partir. Il vous a libéré. C'est pour cela qu'en 1995, votre rêve devient réalité, puisque vous accouchez votre premier bébé, la polyclinique La Croix du Sud. À Nyamirambo, oui. Que ressentez-vous le premier jour quand vous regardez votre premier bébé qui est né pour accueillir des mamans qui viendront à leur tour accoucher leur bébé? Vraiment, une grande fierté et une grande satisfaction. Mais le seul regret, c'est que ma propre fille, était née une semaine avant que je ne commence. Elle est née une semaine avant que je commence. J'aurais accouché avec plaisir ma femme là-bas et mon troisième enfant. Mais c'était vraiment un plaisir. Et aussi, ce que je voudrais noter, c'est que la population rwandaise a répondu très favorablement à ce projet. Et rapidement, la clinique a eu de plus en plus de patientes, de parturiantes. Et je pense qu'on a eu un grand succès depuis lors. Et je tiens à remercier la population rwandaise de m'avoir fait confiance. Et il y a eu une bonne symbiose. Et là, vraiment, c'est exceptionnel, ça n'arrive pas souvent. Mais nous avons eu une très bonne entente avec la population, les femmes de Kigali et du Rwanda. Parce que là, il y en a qui venaient de partout. Ouais. Vous souvenez-vous du premier bébé né dans la polyclinique? Oui, très bien. Vous vous souvenez très bien? Oui, oui. C'était un garçon ou une fille? Une fille. Wow. Et cette fille, d'abord ça m'a étonné. Comment est-ce que quelqu'un vient accoucher là, c'est un truc qui n'existait pas? Quelle est vous voyez, pour moi, quand une femme doit accoucher, c'est un acte de confiance qu'elle donne. Comment est-ce qu'elle a eu cette confiance en ce monsieur qu'elle ne connaît ni d'Adam ni d'Ève? Elle vient accoucher chez lui. Est-ce que les conditions requises sont requises? Elles sont là. Donc pour moi, cette famille sont exceptionnelles pour moi. Et vous avez gardé des contacts? Oui, régulièrement. Il y a même la petite fille qui est née à cette époque-là, elle a accouché l'année passée. Il y a 6 mois, non, disons, je disais toujours il y a 6 mois, il y a 7 mois comme ça. Toujours ici? Oui, wow. ici maintenant. Parce qu'à l'époque, j'étais à un endroit qu'on appelait Nyamirambo. D'accord, donc cette première fille qui est née dans la première polyclinique, elle-même est venue accoucher ici à l'hôpital. Oui, mais elle n'est pas la seule, il y en a d'autres qui sont nées. Il y en a même d'autres qui sont nées après et qui ont accouché ici, avant elle. Ouais. La preuve même de cette confiance que vous disiez, de cet amour de la population rwandaise.
Alors, on continue dans votre belle histoire. En 1998, vous avez réalisé plus de 1000 accouchements. Votre renommée n'a pas cessé de croître. Docteur, quel management est mis en place pour que l'équipe soit toujours accueillante, professionnelle, pour obtenir un tel résultat à chaque fois? Bon, disons que nous avons essayé de créer un climat famille. Famille, parce que les malades, on les appelle par leur nom. On les appelait par leur nom. Et quand ils venaient ils avaient déjà, depuis la réception, il y avait, à l'époque où il y avait ma tante qui était là-bas, qui avait une très bonne mémoire, qui avait un sens de convivialité. Donc quand ils arrivaient au niveau de la maternité, ils se sentaient, ils se connaissaient. Donc on a créé un esprit de convivialité, de famille. Et ensuite, je crois que moi-même, de mon côté, j'étais très présent dans presque tous les accouchements. Et toujours en 98, vous pratiquez en plus des opérations chirurgicales. Comment expliquez-vous cette envie d'aller toujours plus loin? C'est une nécessité absolue. Parce que prenons un exemple. Au départ, je n'ai une maternité. Mais quand j'ai besoin d'opérer, je dois mettre la patiente dans une ambulance et l'amener dans un hôpital où je peux faire l'opération, ou bien les gens de sur place peuvent faire l'opération. Mais des fois, après, les gens disent « Mais non, au bout d'un jour, ils disent « Mais docteur, on veut retourner chez vous. » Alors, ce qui fait qu'il fallait absolument que je trouve où je puisse opérer. Et la chance que j'avais, c'est que juste à côté de là où je travaillais, j'étais ils m'ont donné un autre bâtiment où j'ai pu mettre 2 salles d'opération. Et c'est comme ça. Mais vous voyez que c'est bien. Mais la maternité, ce que vous devez savoir, c'est que la maternité, ce sont des urgences. Vous accouchez quelqu'un, et à un moment donné, ça bloque. Il faut opérer. Mais il faut opérer vite. Mais une fois que vous avez opéré, c'est une nécessité. C'est pas parce que je veux quoi. Non, c'est une nécessité. Bon, une fois maintenant que vous avez ça, vous devez vous dire, mais c'est bien, mais cet enfant qui naît fatigué, il faut le prendre, le transférer vers un hôpital. Donc maintenant, vous voyez qu'à ce moment, il y a une nécessité d'avoir une néonatologie. Et là où j'étais, je n'avais pas de place. Donc c'est là que j'avais commencé à faire les projets d'un hôpital. Et maintenant, c'est une maman qui a accouché, qui a des problèmes d'hémorragie, qui a des problèmes de diabète, qui a des problèmes d'hypertension. Elle a besoin d'un médecin interniste. Elle a besoin d'une réanimation. Elle a besoin Donc, à ce moment-là, vous voyez que vous ne pouvez pas vous en tirer si vous n'avez pas un hôpital où il y a une réanimation, où il y a un anesthésiste, réanimateur. Donc, c'est pas à pas où moi j'ai fait le chemin de... La nécessité s'est présentée. Oui. Parce que, en fait, il faut voir qu'on a commencé de rien. On a commencé de rien. Le Rwanda, la première clinique, c'était ce qui était entièrement un home pour jeunes filles. Donc les chambres qu'elles occupaient, ce sont devenues des chambres d'hôpital. Le salon qu'elles occupaient, c'est devenu la maternité. Donc ensuite, maintenant, l'autre, c'est encore un autre home, mais cette fois-ci, il y avait au 3e niveau, c'était vide. Donc ce qui fait que j'ai pu agencer les chambres et au niveau de agencer la maternité, juste à côté plus loin, le bloc opératoire. Mais c'est toujours petit. Donc il faut quelque chose de plus grand. Tout à fait. Et justement, à propos de quelque chose de plus grand, en 2009, la polyclinique La Croix du Sud devient l'hôpital La Croix du Sud. Pourquoi le nom La Croix du Sud? La Croix du Sud, tout le monde me pose toujours ça, cette question. Alors je vais vous la dire. Je me disais je vous ai dit que j'ai toujours eu l'intention de faire un hôpital ou une polyclinique.
depuis que je suis dans mes études. Alors à un moment donné, j'ai dit, de toute façon, quand nous étions à Ruhango, au Rwanda, je me suis dit, mais dans ce pays-là, quand je voyais tous ces problèmes de santé, je me dis, il faut vraiment que je fasse un hôpital ou une polyclinique. Mais comment je vais l'appeler? Je ne sais pas. Hein? Alors, vous savez, quand on avait fini de soigner les gens, on se retrouvait dans des maisons qui étaient abandonnées là-bas. On dormait, on mangeait là-bas. Et quand on avait fini, il n'y avait pas de télévision à l'époque, puisqu'il n'y avait pas de courant. Il n'y avait pas de courant, donc qu'est-ce qu'on faisait? On allait s'asseoir dehors. En s'asseyant dehors, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde le ciel. Le ciel. Mais maintenant, si vous demandez à un enfant, un jeune ou quelqu'un, est-ce qu'il a déjà vu les étoiles? Il voit les étoiles, il vous dira non. Parce qu'il y a les lumières, il y a la télévision, et il y a les... Mais quand il n'y a pas de tout ça, le seul spectacle que nous avons, c'est le ciel. Alors, j'avais entendu, on essaie de regarder les étoiles, et puis j'ai vu un losange là. J'ai dit, mais ça, c'est la Croix du Sud. J'ai vu le ciel, c'était la première fois que je voyais en réel la Croix du Sud. J'ai aimé cette façon de faire ce losange. J'ai dit, ça, j'ai montré aux autres. Vous savez ce que c'est ce losange? Je leur ai dit, ça, c'est la Croix du Sud. C'est comme ça que j'ai dit, bon, quand j'aurai une clinique, je l'appellerai la Croix du Sud. Pourquoi? Merveilleux. Parce qu'il y avait aussi une réflexion. Cette étoile-là, nous sommes assis, vous savez, nous sommes assis par terre, dans l'herbe le soir, avec des odeurs de cadavres, avec l'atmosphère de guerre. De guerre, on se dit, mais cette étoile-là qui est là, elle est en train de voir ces histoires-là. Elle a déjà vu tant de misère, mais demain, elle va voir d'autres choses. La lumière. Oui, donc ce qui fait que pour moi, c'était un message. Un message divin. D'espoir, que malgré ce que vous voyez ce qu'on voit, mais maintenant, demain, il y aura demain espoir. sera un nouveau jour. Pour moi, c'est ça. En tout cas, merci pour cette explication. J'étais curieuse vraiment de savoir. Et vous n'êtes pas la seule. Tout le monde me pose la question. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons des amis anglophones. Pour pouvoir prononcer la Croix du Sud, c'était un problème. D'accord. Alors, quels critères fallait-il remplir pour devenir un hôpital en 2009? Pour être un hôpital, c'est simple. Il faut pouvoir avoir au minimum 50 lits, entre 50 et 60 lits, et avoir des services, à savoir les urgences, avoir 3-4 spécialités différentes, permanentes, une radiographie, une urgence, une réanimation, une néonatologie, une maternité. Il faut avoir tout ça. Ouais. Donc ces conditions étaient réunies en 2009. Oui. Dans la conception architecturale de cet hôpital en 2009, vous avez eu l'idée de construire une rampe. Pourquoi? Ok, la rampe, c'était parce que j'ai souvent eu à l'époque, il y avait beaucoup de... Je voyais, il y avait beaucoup de problèmes des ascenseurs, les pannes d'ascenseurs. J'ai été 2 fois retenu dans un ascenseur en panne. Je dis, mais maintenant, si j'ai un malade qui est dans cet ascenseur, il y aura des problèmes. Alors j'ai mis la rampe qui nous a aidés. Je me dis aussi qu'en cas d'incendie ou de ceci, personne ne peut utiliser l'ascenseur. Donc il faut passer par une rampe. Mais ensuite, autre chose, pour dire la vérité, je n'avais pas assez d'argent pour acheter un ascenseur. Et le ciel vous a donné une solution qui était finalement plus pratique. Plus pratique. Et d'ailleurs, je crois avoir vu dans un autre hôpital de Kigali une rampe. Non, maintenant c'est la norme dans le Rwanda. Hein. C'est la norme. Ah oui, quand on a des étages, il faut des ascenseurs. Des ascenseurs. Il y a autre chose aussi, c'est que
Il y a aussi maintenant pour les gens qui ont des handicaps. Handicapés, Oui, oui. oui, les handicaps, il faut qu'ils aient accessibilité. Mobile. Si je ne sais pas si vous avez vu dans les toilettes publiques, il y a des toilettes pour handicapés. Ce problème, on doit tenir compte de ça dans tout ce qu'on fait. Tout à fait. Et effectivement, vous pensez tellement aux autres dans votre démarche qu'au sein de cet hôpital, vous avez un très beau restaurant avec une belle vue qui est très bien géré. Pourquoi penser au restaurant au sein d'un hôpital? Mais je crois que dans un hôpital, c'est... Ah oui, l'hôpital, pourquoi? Parce que c'est une nécessité. Avant, ce que je voyais, c'est que je voyais les gens qui venaient avec leur gamelle pour nourrir les gens. Mais tu vois, cette lourdeur. Vous avez un malade, mais vous devez venir à midi, vous devez venir le soir, et puis revenir. Je me suis dit, non, il faut que les gens puissent manger à l'hôpital. Comme ça diminue cette lourdeur. J'ai des patients qui viennent de tous les coins du Rwanda. Ceux qui viennent du Rwanda, où est-ce qu'ils vont trouver cette nourriture? Ils doivent aller acheter dans les restaurants à côté et amener à l'hôpital. Non, c'est pas normal. Je crois que ce système et ensuite je crois que ce système est de plus en plus utilisé presque requis même dans tous les hôpitaux du Rwanda actuellement. Oui. Mais toute cette démarche de penser aux soins et au bien-être des personnes qui viennent à l'hôpital vous a valu un prix de l'excellence des soins. Oui, oui. C'était en 2010 ou 2011, quelque chose comme ça. Oui. Les valeurs de l'hôpital sont l'intégrité, le respect, la détermination à offrir des services de meilleure qualité, l'empathie envers les patients, le renforcement de l'esprit d'équipe. Que doit faire chaque matin l'équipe pour se souvenir de ces valeurs afin d'atteindre l'excellence? Ok, nous avons d'abord une réunion quotidienne entre 7h30 et 8h dans laquelle on récapitule tous les cas, les accouchements, les problèmes qui se sont passés. Et c'est l'occasion aussi pour le directeur, moi, de donner des conseils sur la façon de pouvoir soigner et de pouvoir gérer l'hôpital. Mais en même temps, nous en profitons d'une prière matinale. Toute l'équipe? Oui, oui, ceux qui sont à la réunion, mais aussi ceux qui sont dans les unités, ils ont cette prière qui est affichée dans le service. Cette prière, parce que je ne dis pas mon Dieu, Allah, Bouddha ou quoi, non. C'est Seigneur, nous avons tous un Seigneur, qu'on soit même musulman, catholique, etc. Donc ce qui fait que chacun s'y retrouve. Donc on lui demande de nous donner la force d'avoir une empathie, de s'occuper de notre patient comme on s'occuperait de nous-mêmes, de le regarder, de pouvoir le regarder avec bonté et qu'il se sente chez lui. Donc en gros, c'est très, très résumé, mais vous voyez le contexte. Le contexte. Et là, vraiment, comme vous avez dit, chacun se sent concerné. C'est comme si chacun prenait l'engagement dans la journée de faire ce qu'il a déclaré le matin. Alors, vous avez une salle de réunion et vous assurez la formation continue. Pourquoi assurer la formation continue du personnel et comment se déroule-t-elle? Ça, je dirais que c'est une directive ministérielle de la santé où chaque corps de métier doit faire une formation continue. C'est une nécessité, c'est une obligation. Au mois de juin, chaque médecin doit pouvoir présenter son carnet avec le nombre de points qu'il a obtenus pour la formation de l'année. Donc chaque hôpital public doit assurer la formation
de ces médecins et de tout le personnel qui a besoin de cela. Nous, au niveau des privés, à l'hôpital, nous avons aussi obtenu l'autorisation d'ouvrir un centre de formation continue. Et nous faisions ça habituellement le jeudi soir. Donc, nous faisions ça pour les médecins de l'hôpital, mais nous faisions ça aussi pour les médecins privés qui le désiraient, oui. Oui, on faisait ça. Ensuite, on faisait ça pendant 2 heures de temps. Ouais. Vous avez développé également le laboratoire d'analyse au sein de l'hôpital. Quels sont les avantages d'un tel concept? Je crois que le laboratoire, c'est très important dans un hôpital. Parce que dans un hôpital, il peut y avoir aussi des maladies. On a des maladies qui viennent de tous les coins du pays. Il faut qu'ils puissent être soignés rapidement. Parce qu'ici, dans notre hôpital, nous avons le challenge de ce que chaque examen qui a été fait puisse être rendu le même jour. Donc, ça veut dire qu'on le voit le matin, dans les 2 heures qui suivent, il a les résultats. Le médecin le prescrit les médicaments et le malade s'en va. C'est ça. Donc, c'est une rapidité. Et je crois que les gens apprécient cela. Alors, et est-ce que c'est une exigence gouvernementale aussi d'avoir des services de médecine préventive? Parce que vous la pratiquez ici, la médecine préventive. La médecine préventive que nous pratiquons ici, disons que c'est surtout la vaccination néonatale. Non, qu'est-ce que je veux dire? La vaccination des enfants jusqu'à tous les vaccins de l'enfant. Ça, ce n'est pas une nécessité. Mais dans les hôpitaux, les centres de santé du Rwanda, on pratique cela. Et dans le privé, ce n'était pas une exigence, mais je pense que les enfants qui naissent devraient pouvoir être vaccinés chez nous. Il faudrait pouvoir offrir ce service. D'ailleurs, ce n'est même pas simplement les enfants qui sont nés chez nous, parce qu'on offre ce service aussi aux enfants qui sont nés ailleurs, qui peuvent venir. Nous faisons ça quasi tous les jours. Ouais. D'accord. Alors, vous êtes en plein travaux d'extension. Pourquoi cette extension et quelles sont les innovations que vous proposerez? L'extension, ça revient dans la même logique que qui s'est passé avec les autres unités que nous avons eues. À un moment donné, il faut passer à autre chose. Donc maintenant, à l'heure actuelle, les médecins, partout, je crois, en Afrique et dans le monde, on se constate qu'il y a un certain type de maladie que nous n'avons plus. Quand nous étions ici en 1994, nous avions des gens qui mouraient de malaria, nous avions des gens qui mouraient de dysenterie, nous avions des gens qui mouraient de méningite, de sida, de toutes les maladies infectieuses communes. Mais maintenant, on peut rester personnellement, je peux rester des mois sans voir un seul cas de sida. De sida, Malaria aussi. Donc maintenant, les problèmes que nous avons, c'est des problèmes de diabète, des maladies du cœur, des maladies pulmonaires, des maladies de cancer, des foies. Donc vous voyez que maintenant la médecine a changé de caractère. C'est une médecine qui demande plus d'investissement, tel qu'il faut la dialyse, mais la dialyse, il n'y a pas de dialyse comme une fin en soi. La dialyse est en attendant de faire éventuellement des greffes. Donc il faudra un jour pouvoir faire une greffe ici au Rwanda, du rein. Je crois qu'il y a déjà des essais, quelque chose qui se fait déjà au niveau de l'hôpital Roi Faisal. Mais pourquoi pas nous, chez nous? Il y a des opérations les orthopédiques. Les orthopédiques, il y a les fractures des accidents, mais actuellement, ce n'est pas ça non plus le plus important. Il y a les genoux. Maintenant, la population commence à vieillir. Il y a les gens de mon âge,
les gens un peu plus âgés que moi commencent à être de plus en plus nombreux. Donc il y a des problèmes de genoux, de hanches, de cou, donc il faudra pouvoir les opérer. Et ça, c'est pas dans n'importe quel bloc opératoire qu'on peut faire ça. Si maintenant on doit faire les cathétérismes cardiaques, c'est pas dans n'importe quel bloc qu'on doit faire ça. Donc si on doit faire une opération sur le rein, le foie, ça veut dire qu'il faudra avoir une bonne réanimation. Donc, moi, dans les objectifs que nous avons, c'est d'avoir des bons blocs opératoires avec des flux laminaires, avec une asepsie et un équipement correct. Mais ce n'est même pas simplement ça. Il faut maintenant le diagnostic. Maintenant, il y a l'imagerie médicale, la mammographie, les MRI, les scanners. Dans un premier, dans la laparoscopie et tout ça. Donc ça, c'est dans un premier temps, mais au niveau aussi du laboratoire, il faut pouvoir étoffer davantage le laboratoire et dans un endroit plus large, plus espacé. L'espace aussi dans un laboratoire compte. Plus quand le laboratoire est trop congestionné, c'est pas bon. Il faut que les gens quand même puissent respirer dans cet espace. Donc en fait, c'est essentiellement pour pouvoir offrir de meilleurs services et des services plus performants que nous voulons ouvrir cette extension. Donc l'extension tombe à pic, puisque la politique gouvernementale, c'est de promouvoir le Visit Rwanda et le tourisme médical humain. Pensez-vous être prêt pour accueillir des étrangers qui souhaitent venir se soigner au Rwanda? Bon, avec l'extension est finie, équipée, et avec les médecins qu'il faut, on sera prêt à les accueillir. Donc tout le monde se met en action au Rwanda aujourd'hui pour que le Visit Rwanda soit une réussite et un succès. Parce que il faut quand même, vous n'allez pas venir d'à côté pour venir aller vous faire soigner la malaria. Il y a des pathologies qu'il faut pour être capable de soigner. Et c'est ça que nous voulons pouvoir faire ici chez nous. Alors, vous avez eu un rêve, vous avez poursuivi votre rêve, vous avez fondé le grand hôpital privé La Croix du Sud au Rwanda. Mais vous avez réalisé en 2004 un autre rêve en lançant la culture de macadamia, comme on a vu tout à l'heure, et aussi en créant une plantation des plantes médicinales. Mais avez-vous connu des échecs avec tout ce parcours? Il y en a toujours des échecs. Les échecs, s'il y a quelque chose qu'il ne faut pas avoir peur, c'est les échecs. Non, les échecs, on ne peut pas réussir sans échecs. Parce que maintenant, les échecs, on les claironne pas au public. Et puis les échecs, on vit avec et ça nous aide à mieux appréhender autre chose. Prenons un exemple. Le macadamia, pourquoi? Quand je suis venu, j'ai acheté des terrains, j'ai commencé à faire la culture. Et je me suis rendu compte qu'avec l'argent que je dépensais pour planter des haricots, pour planter du maïs, pour planter... l'argent que j'ai dépensé, la récolte que j'avais, c'était des échecs. Non, mieux valait utiliser tout cet argent que j'ai mis dedans pour acheter ça au marché. Je gagne. Ça me revenait à moins cher. Vous avez des vaches. Maintenant, elles sont malades, le lait, vous n'avez pas. Non. Donc, c'est pas la peine d'aller dans les vaches. Donc, vous voyez, on essaie toujours des petits trucs, et puis aussi on dit, mais il faut maintenant trouver quelque chose qui est moins... On ne perd pas. Mais on a essayé. Ouais. Bon, je n'ai pas fait le transport parce que je ne suis pas lancé dans le transport. Mon père s'était lancé dans le transport et il avait fait un échec. Donc, des gens font
investissent dans les maisons. Mais les maisons, vous faites dans les maisons, vous mobilisez de l'argent, plein d'argent. Mais maintenant, le loyer que vous avez, vous n'avez rien. Pendant longtemps, vous n'avez pas de clients. Donc, fin de compte, vous vous rendez compte que vous avez mobilisé de l'argent dans la pierre, mais la pierre ne vous rapporte rien. Donc vous voyez que... Mais aussi, il y a les expériences des autres. Donc tout ça, ça vous aide à éviter certaines expériences. Vous faites des expériences, mais les autres ont fait des expériences. Donc toutes ces expériences-là, c'est ça qui permet de, plus ou moins, maintenant on se dit, mais il faut se focaliser vers quelque chose. Tout à fait. D'où ce focus justement à faire cette fondation dont on a parlé et créer cette plante médicinale qui va aider d'autres personnes, qui aident même déjà, d'après ce que vous expliquez. Et docteur, vous êtes aujourd'hui un homme populaire, aimé et apprécié par certains, admiré par d'autres. Quelles leçons de vie avez-vous tirées de votre histoire et quel message pouvez-vous adresser à tous ceux ou celles qui perdent espoir aujourd'hui? Pour les gens qui perdent espoir, il faut d'abord qu'ils analysent pourquoi ils ont eu ces échecs. Mais alors une analyse intrinsèque. C'est pas parce que souvent dans la philosophie africaine, tout ce qui nous arrive, c'est les autres. Mais est-ce que nous n'avons pas notre part dans nos échecs? Ça, c'est la première chose qu'il faut d'abord savoir. Il faut d'abord... Et ça, c'est quelque chose que souvent dans notre métier de médecin, nous acquérons. Parce que quand une patiente arrive devant soi, elle peut passer 1 heure à vous parler, mais vous devez savoir, retirer l'essentiel et savoir réellement où est la maladie. Donc, et ça permet d'avoir on développe une faculté, beaucoup de médecins développent une faculté à aller à l'essentiel, à savoir réellement quelle est la cause de la maladie, mais aussi dans notre vie à nous, quelle est la cause de notre échec. Donc maintenant, si cet échec est là, ou bien quel est votre point fort, quel est votre point faible, ne pas se lancer dans ça. Et autre chose, maintenant, une fois qu'on a découvert ça, il faut travailler dur. Il faut le travail. Ouais, c'est très important. Une dernière chose, docteur, dans tout ce qu'on a dit, on n'a pas parlé de votre famille, un grand homme comme vous, avec tout ce que vous avez fait pour l'humain en général, la place de votre famille. Les pauvres. Je dis comme ça les pauvres, tout en n'étant pas les pauvres, mais on se rend compte, quand on est dans le travail, on ne se rend pas compte de ça. Mais maintenant, à l'heure qu'il est, je me rends compte que je n'ai pas vraiment bien vu grandir mes enfants comme j'aurais voulu. Je n'ai pas été assez avec ma famille, mais ce n'était pas possible. Mais ils doivent être heureux de voir que papa n'était pas là, mais il était pour les autres. Non, c'est pas ça. Mais quand même, je n'ai pas de grande frustration, j'espère. C'est ce que je pense. Mais ce que je peux dire, c'est que quand on se dit, mais j'aurais dû être plus avec ma famille, mais quand? Ce que j'avais toujours fait, j'ai fini par faire, c'est que chaque dimanche, c'était journée famille. Donc vous étiez là quand même. Ça, c'était le dimanche, c'était journée famille. Ça, c'est ce que j'ai essayé. Et au fur et à mesure que j'avance, essayer de rentrer plus tôt. Oui. Sur ce mot de fin, merci beaucoup, docteur. Merci de nous donner l'occasion de vous connaître. Cet homme qui a donné beaucoup dans sa vie et qui n'arrête pas, puisqu'il y a encore d'autres défis. La Fondation, les plantes médicinales. Merci. Merci pour ce moment passé avec le docteur Jean Nirin Kwaya, au
au Rwanda, à Kigali. À très bientôt.